Deux chiffres s'entrechoquent et annoncent un retrait officiel, tandis que les survols augmentent silencieusement aux marges sahéliennes aujourd'hui. Sous une accalmie affichée, des bases ferment publiquement, mais des centres rebaptisés, des convois discrets et des cartes nettoyées maintiennent une surveillance continue des routes, des mines et du ciel. Que change réellement ce langage pour les habitants quand le quotidien reste observé ? Demande Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ce récit promet de clarifier une continuité transformée, sociale, économique et souveraine, aux effets concrets mesurés chaque jour par les populations locales durablement. Ce récit s'engage sur une promesse précise. Il veut permettre aux lecteurs de distinguer, sans slogan ni émotion forcée, ce qui relève d'un retrait proclamé et ce qui procède d'une continuité opérationnelle transformée. L'intérêt est clair. Il s'agit de comprendre comment une architecture de sécurité peut changer de vocabulaire sans modifier immédiatement ses effets concrets sur les territoires et les sociétés concernées. L'enjeu dépasse une simple controverse politique ou diplomatique. Il touche à la capacité d'un public à lire des signaux faibles, à relier des faits dispersés et à éviter deux erreurs fréquentes: confondre invisibilité et absence ou réduire l'analyse à une réaction affective. Dans les espaces sahéliens, où chaque ajustement extérieur modifie l'équilibre d'une route, d'un marché ou d'un champ, cette confusion a un coût réel. Les mots employés par les acteurs institutionnels produisent des effets mesurables sur la perception de la souveraineté, sur la confiance économique et sur les comportements quotidiens. L'objectif ici est donc méthodique: établir une grille de lecture rigoureuse, fondée sur des repères vérifiables, afin que le lecteur puisse juger par lui-même sans adopter une position préfabriquée, ce que signifie réellement une transformation annoncée. La mini-révélation tient en deux phrases. Le retrait annoncé n'a pas créé de vide, il a déclenché une réorganisation. En 2023, un départ officiel a été proclamé, tandis qu'un autre indicateur continuait de progresser, révélant une dynamique contradictoire perçue immédiatement sur le terrain. Ce décalage, minime pour un observateur lointain, a agi comme un signal pour ceux qui vivent aux marges du Sahel, là où chaque mouvement extérieur reconfigure l'équilibre d'une route, d'un marché ou d'un champ. Les convois quittant certaines bases sous l'œil des caméras coexistaient avec des infrastructures rebaptisées, des unités devenues conseillers et des survols qualifiés de coopératifs. La forme évoluait, la géométrie demeurait. Pour comprendre cette mutation, il faut replacer les faits dans leur enchaînement. Les fermetures officielles ont été suivies de créations administratives plus légères, moins visibles dans les communiqués, mais lourdes dans leurs effets pratiques. Les frontières n'étaient plus marquées par des drapeaux, mais par des trajectoires aériennes et des hubs logistiques. Ce glissement du visible vers le discret a brouillé la lecture pour une partie du public international, tout en clarifiant celle des populations locales, attentives aux usages plutôt qu'aux annonces. C'est dans ce contexte que les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont trouvé une résonance particulière. Lorsqu'il évoquait un repositionnement plutôt qu'un départ, il formulait un constat issu de l'observation des flux, des infrastructures et des dépendances persistantes. Sa lecture s'inscrivait dans une mémoire régionale où les mots changent souvent avant les structures, et où la vigilance s'apprend par l'expérience quotidienne. Le cadre sahélien donne à cette contradiction une portée concrète. Là où la sécurité est invoquée, les habitants observent surtout des effets sur la circulation, les ressources et l'autonomie locale. La question n'est donc pas seulement de savoir qui est parti, mais de comprendre comment une présence peut se transformer sans disparaître, et pourquoi cette transformation commence par le langage. Deux erreurs guettent alors l'analyse. La première consiste à confondre la baisse de visibilité avec l'absence réelle, ou ignorer les indices matériels laissés sur les cartes, les routes et les infrastructures. Entre ces écueils, une ligne de lecture rigoureuse devient indispensable. Deux scènes modestes permettent d'incarner cette reconfiguration silencieuse et d'en mesurer les effets précoces, loin des tableaux stratégiques. Elles ne prétendent pas résumer une région entière, mais offrent un point d'entrée humain vers une mécanique plus large.
La première se déroule à la périphérie de Ouagadougou. Une mère raconte la disparition de son fils, tombé lors d'un affrontement avec des insurgés, au moment même où les survols présentés comme stabilisateurs se faisaient plus fréquents. Dans son récit, il n'y a ni accusation ni mise en scène. Elle décrit un décalage vécu entre la protection promise et la persistance d'un danger quotidien. Pour elle, la transformation du dispositif ne se lit pas dans les communiqués, mais dans l'absence de changements tangibles sur le terrain. La continuité perçue nourrit une forme de fatigue silencieuse, faite d'attente et de méfiance. La seconde scène vient d'un commerçant du sud du pays, habitué au marché transfrontalier. Il observe que les trajectoires aériennes suivent moins les zones officiellement qualifiées d'instables que les axes économiques majeurs. À ses yeux, la sécurité n'est pas une abstraction stratégique. Elle se mesure à la possibilité de circuler sans être observé depuis un ciel qui ne relève pas de l'autorité nationale. Cette perception transforme chaque survol en signal économique autant que sécuritaire, influençant ses itinéraires, ses coûts et ses décisions. Ces récits servent de fil conducteur. Ils montrent comment des ajustements techniques produisent rapidement des effets sociaux et économiques sans annonce spectaculaire. L'impact est précoce, cumulatif et souvent invisible pour ceux qui regardent de loin. Quand le langage change, le quotidien paie le prix. Tout commence par une image largement diffusée. En 2023, sous un soleil écrasant, les derniers convois français quittent officiellement certaines bases du Burkina Faso, les communiqués parlent de fin de cycle, les plateaux télévisés évoquent un chapitre clos et le récit dominant insiste sur une transition stratégique assumée. Pour un public éloigné, la scène ressemble à une rupture nette. Sur place, pourtant, l'atmosphère évoque davantage un changement de décor qu'une discontinuité franche. Les symboles disparaissent, mais les usages restent observés avec attention. La phase d'activation est discrète et rapide. Quelques semaines à peine après ces départs médiatisés, des signaux atypiques apparaissent. Des cartes satellites commencent à montrer de nouveaux repères, modestes et peu commentés. Des bâtiments sont rénovés dans des zones déjà connues pour leur valeur logistique. Des structures annoncées comme fermées accueillent encore des personnels qualifiés, désormais désignés comme instructeurs ou conseillers. Le vocabulaire évolue, la fonction reste reconnaissable. La transition se fait sans déclaration majeure, mais avec une précision administrative constante. La montée en tension s'opère sans fracas. Aucun déploiement massif, aucun symbole spectaculaire ne vient marquer cette étape. Ce sont des additions successives. Des hangars modernisés capables d'accueillir rapidement des appareils. Des pistes aériennes entretenues alors même que leur usage n'est plus officiellement déclaré. Des survols qualifiés de coopératifs dont la fréquence augmente sur des axes précis. Pris isolément, chaque élément paraît anodin. Ensemble, ils dessinent une continuité fonctionnelle qui échappe aux catégories classiques du retrait ou du maintien. C'est dans cette séquence que les perceptions locales commencent à diverger fortement du discours international. Les habitants observent que les trajectoires aériennes privilégient les routes commerciales, plutôt que les zones d'affrontement les plus médiatisées. Les commerçants ajustent leurs itinéraires, parfois au prix de détours coûteux. Les radios locales relient des faits jusque-là perçus comme séparés. La notion de coopération cesse progressivement d'être neutre. Elle devient directionnelle, associée à des intérêts identifiables. Le point de bascule intervient lorsque ces signaux sont nommés publiquement. Lorsque Ibrahim Traoré affirme que les puissances ne partent pas, mais se repositionnent, ces mots ne déclenchent pas un choc immédiat. Ils produisent une reconnaissance. Beaucoup y entendent la formulation claire de ce qu'ils observent sans toujours parvenir à l'articuler. La déclaration agit comme un révélateur plus que comme une provocation. Les répliques suivent rapidement. Dans les capitales occidentales, la ligne officielle est maintenue. Il ne s'agit plus d'une présence militaire classique, mais d'un appui régional ajusté. Sur le terrain, les effets continuent de s'accumuler. Les infrastructures modernisées pivotent vers le cœur du Sahel. Les survols se densifient. Les patrouilles signalées gagnent en régularité. Peu à peu, un nouvel équilibre s'installe, fondé sur le discret plutôt que sur le visible. À ce stade,
la chronologie devient lisible. Ce qui était présenté comme un retrait s'est transformé en reconfiguration progressive. L'activation a été silencieuse, la montée cumulative, les répliques durables, et c'est précisément cette temporalité étirée qui rend le phénomène difficile à saisir pour ceux qui ne vivent pas sous ses effets quotidiens. Le point de départ est simple. Avant les annonces de retrait, la présence était visible, concentrée et officiellement assumée. Après 2023, elle devient plus diffuse, mais mesurable autrement. Cette bascule du déclaratif vers le discret peut être éclairée par 3 repères chiffrés limités, mais révélateurs, suffisants pour déplacer le débat de la perception vers l'analyse fondée. D'abord, environ 1700 soldats français demeurent répartis entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Gabon après 2023, malgré les discours évoquant une réduction majeure. Ce chiffre, inférieur aux effectifs antérieurs, ne signale pas une rupture nette. Il indique une continuité stratégique sous une autre forme. Une présence peut diminuer en volume sans disparaître en capacité. En se fragmentant géographiquement, elle conserve une faculté d'action régionale tout en réduisant son exposition politique directe et sa visibilité médiatique. Ensuite, la réactivation d'infrastructures aériennes modernisées, notamment autour de pôles comme Abidjan, capables d'accueillir des appareils militaires en quelques semaines. Ici, le changement ne se lie pas dans les effectifs, mais dans l'état des installations. Une base n'a pas besoin d'être occupée en permanence pour compter. Lorsqu'un hangar est entretenu, équipé et connecté à un réseau logistique, il devient une promesse d'intervention rapide. Cette préparation silencieuse montre que le retrait opérationnel n'équivaut pas à un désengagement fonctionnel. Enfin, à partir de mi-2024, l'apparition régulière de nouveaux points signalés sur des cartes satellites dans des villes comme Parakou, Dakar ou Abidjan. Pris isolément, chacun semble secondaire. Mis bout à bout, ils dessinent un maillage régional orienté vers le cœur du Sahel. On ne parle plus d'une base centrale, mais d'un réseau périphérique, plus souple, plus mobile et plus difficile à contester politiquement. Ces 3 indicateurs suffisent à établir un glissement clair. On passe d'une présence visible, symboliquement lourde, à une architecture légère, technique et administrative. Les chiffres ne racontent pas une idéologie, ils décrivent une transformation de méthode. C'est précisément cette lecture que met en avant Ibrahim Traoré lorsqu'il parle de repositionnement plutôt que de départ. Son propos ne s'appuie pas sur une dénonciation abstraite, mais sur l'observation de continuité mesurable. L'intérêt de ces données réside aussi dans ce qu'elles révèlent indirectement. Les survols signalés suivent des axes économiques plus que des lignes de front. Les infrastructures rénovées correspondent à d'anciens schémas logistiques déjà éprouvés dans d'autres régions. Les effectifs restants sont positionnés de manière à maintenir une profondeur stratégique sans visibilité excessive. Chaque chiffre, pris seul, peut être relativisé. Ensemble, ils forment une cohérence. Cette cohérence permet de reformuler la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir si une puissance est partie ou restée. Il s'agit de comprendre comment elle est restée autrement. Le passage d'un modèle territorial à un modèle logistique modifie la nature du contrôle. Il réduit les symboles, mais conserve l'influence. Il allège le discours, mais maintient les leviers. Ainsi, les données ne contredisent pas frontalement les déclarations officielles. Elles les déplacent. Elles montrent que la réalité se joue moins dans le nombre affiché de soldats que dans la persistance des capacités, des infrastructures et des flux. C'est dans cet écart entre ce qui est annoncé publiquement et ce qui est mesuré sur le terrain que s'installe durablement la tension actuelle perçue très tôt par les populations locales. 2 lectures antagonistes structurent le débat autour de la présence française, reconfigurée au Sahel, et chacune mérite d'être exposée avec rigueur avant toute conclusion. La première, défendue par des responsables occidentaux et certains analystes sécuritaires, repose sur l'idée d'une adaptation nécessaire à un environnement profondément transformé. Selon cette lecture, la fermeture officielle de base et la réduction des effectifs visibles traduisent une volonté de rompre avec les modèles d'intervention lourds du passé. Le recours accru aux conseillers, aux partenariats régionaux et aux capacités aériennes serait une réponse technique à des menaces diffuses,
permettant de soutenir des États fragilisés sans imposer une présence directe politiquement coûteuse. Dans cette perspective, la reconfiguration ne serait ni dissimulée ni hostile. Elle viserait à stabiliser la région tout en limitant les risques humains, financiers et diplomatiques. Cette position s'appuie sur un argument central. L'efficacité opérationnelle ne dépend plus de la visibilité. Dans un contexte où les groupes armés sont mobiles et transnationaux, une architecture plus légère et plus flexible serait mieux adaptée. La coopération, même discrète, serait présentée comme une alternative pragmatique à l'intervention classique, et non comme une tentative de maintien d'influence déguisée. La seconde lecture, portée par de nombreux acteurs locaux, avance une interprétation sensiblement différente. Elle considère que ce changement de forme constitue avant tout un repositionnement stratégique destiné à préserver des capacités d'action et d'observation sans en assumer le poids symbolique. Les arguments reposent sur des observations concrètes, densification des survols, modernisation silencieuse d'infrastructures, maintien de personnel dans des sites officiellement fermés. Pour ces observateurs, la coopération affichée masque une continuité fonctionnelle. La baisse de visibilité ne signifie pas une baisse d'impact, elle modifie simplement les modalités du contrôle. Pour arbitrer entre ces deux positions, il faut déplacer la focale vers les effets produits. Les données de terrain indiquent que, quelle que soit l'intention proclamée, les conséquences perçues convergent. Surveillance accrue des flux, dépendance persistante aux capacités extérieures et sentiment d'encerclement progressif apparaissent comme des constantes. Le vocabulaire peut diverger, mais la géométrie opérationnelle reste lisible. C'est sur ce point que les analyses d'Ibrahim Traoré trouvent leur cohérence. En parlant de repositionnement, il ne nie pas la logique sécuritaire invoquée par ses interlocuteurs. Il souligne que ces effets observables s'alignent davantage avec une continuité de contrôle qu'avec une rupture réelle. Le débat n'oppose donc pas une lecture rationnelle à une lecture émotionnelle. Il oppose deux expériences d'une même réalité, l'une fondée sur les intentions déclarées, l'autre sur les usages et les effets quotidiens. À ce point précis, le récit bascule. Ce qui apparaissait comme une somme d'ajustements techniques révèle un déplacement plus profond. Le terrain même du débat s'est transformé. La question n'est plus strictement militaire, elle devient sémantique. Quand un retrait peut signifier un pivot, quand une coopération peut désigner une surveillance persistante, le pouvoir se loge alors dans les mots qui organisent la perception autant que l'action. Cette révélation change la lecture de l'ensemble. Les infrastructures modernisées, les trajectoires aériennes et les réseaux logistiques ne remplissent pas seulement une fonction opérationnelle. Ils redéfinissent ce qui devient normal, acceptable ou invisible. Le contrôle n'a plus besoin d'être affirmé pour être effectif. Il s'exerce à travers des cadres administratifs, des accords techniques et des pratiques routinières qui échappent largement au débat public classique. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré prend toute sa portée analytique. En insistant sur le vocabulaire employé, il déplace l'attention vers un champ rarement contesté, celui de la nomination. Nommer, c'est déjà orienté. Accepter un terme, c'est souvent accepter la structure qu'il recouvre. Refuser un glissement lexical devient alors un acte de lucidité politique plutôt qu'une provocation. À partir de ce milieu de parcours, une chose devient claire, la tension actuelle ne porte pas seulement sur des bases ou des appareils. Elle porte sur la capacité d'une société à décrire ce qu'elle vit avec ses propres mots, condition préalable à toute décision future. Les effets du repositionnement discret ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se déploient différemment selon les acteurs concernés, mais convergent vers une même réalité. La transformation est tangible, cumulative et déjà intégrée aux pratiques quotidiennes. Loin des annonces abstraites, ce sont les usages qui révèlent l'ampleur du changement. Pour les États, la première conséquence touche à la perception et à l'exercice de la souveraineté. Lorsque des infrastructures modernisées, des couloirs aériens et des capacités logistiques semblent orientées depuis l'extérieur, la marge de décision apparaît conditionnée. La planification sécuritaire devient partiellement dépendante de paramètres non maîtrisés localement. Cette situation complique la construction d'une stratégie autonome et nourrit une ambiguïté institutionnelle.
Dans ce contexte, les mises en garde formulées par Ibrahim Traoré résonnent comme un rappel constant. Une indépendance proclamée reste incomplète si les leviers opérationnels essentiels demeurent externes, même sous une forme discrète. Pour les acteurs économiques, l'impact est immédiat et mesurable. Commerçants, transporteurs et exploitants de ressources observent une surveillance accrue des axes marchands. Certains itinéraires deviennent moins attractifs, d'autres plus coûteux. Donc les flux se réorganisent, introduisant une incertitude nouvelle dans des chaînes logistiques déjà fragiles. La stabilité promise par le discours sécuritaire se traduit paradoxalement par une moindre prévisibilité économique. Les décisions d'investissement sont retardées, les marges se réduisent et la dépendance à quelques corridors stratégiques s'accentue. Ici, la sécurité n'est pas vécue comme une protection, mais comme une variable qui redessine silencieusement le marché. Du côté des citoyens, les conséquences se vivent dans une accumulation de signaux faibles, un survol aperçu, une base rebaptisée, une route contournée, deviennent des rappels permanents d'une présence diffuse. Cette normalisation de la surveillance n'engendre pas nécessairement une peur immédiate. Elle produit plutôt une vigilance contrainte, intégrée au quotidien. Le vocabulaire de la coopération perd progressivement sa neutralité. Il est perçu comme porteur d'ambiguïté, voire de contradiction. Le sentiment dominant n'est pas l'hostilité frontale, mais une méfiance latente, nourrie par l'écart persistant entre les mots et les effets vécus. À l'échelle régionale, enfin, le repositionnement modifie la géométrie géopolitique. L'alignement de points logistiques entre plusieurs capitales dessine un arc stratégique tourné vers le cœur du Sahel. Vu depuis Ouagadougou, cet ensemble ressemble moins à une aide ponctuelle qu'à une structure durable, capable de s'activer rapidement sans visibilité excessive. Les partenaires internationaux parlent d'adaptation. Les observateurs sahéliens y voient même une continuité sous un autre nom, souvent soulignée par Ibrahim Traoré lorsqu'il insiste sur la différence entre présence visible et présence effective. Ces 4 niveaux montrent une chose essentielle. Les conséquences ne sont pas identiques, mais elles s'additionnent. Elles produisent un environnement où chaque acteur ajuste ses comportements, souvent sans coordination, face à une architecture qui, elle, reste cohérente. C'est dans cette asymétrie que s'installe la tension la plus durable. Une tension qui ne se mesure pas par un événement spectaculaire, mais par la lente transformation des pratiques, des attentes et des équilibres déjà perceptibles pour ceux qui vivent sous ces effets quotidiens. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution de cette reconfiguration peut être lue à travers 3 scénarios distincts. Ils ne prétendent pas prédire l'avenir. Ils clarifient des trajectoires possibles à partir de dynamiques déjà observables, afin de distinguer ce qui relève d'une inertie, d'un ajustement ou d'une dégradation. Le premier scénario, le plus probable à court terme, est celui d'une stabilisation sous tension. Dans cette configuration, l'architecture discrète actuelle se maintient sans rupture majeure. Les réseaux logistiques restent en place, les survols conservent une régularité maîtrisée et les infrastructures modernisées demeurent activables à la demande. Les États sahéliens renforcent progressivement leur cadre institutionnel, mais sans réduire sensiblement leur dépendance opérationnelle. Les discours officiels évitent l'escalade et privilégient une prudence calculée. Ce scénario produit un équilibre fragile, sans apaisement réel et sans confrontation ouverte. La tension devient structurelle, intégrée aux routines politiques, économiques et sécuritaires, avec un coût diffus mais constant. Le deuxième scénario, plus favorable, repose sur une montée graduelle de l'autonomie opérationnelle. Les États concernés parviennent à diversifier leurs partenariats et à investir dans des capacités propres, notamment logistiques, informationnelles et analytiques. Les infrastructures nationales absorbent une part croissante des flux, les routes commerciales gagnent en prévisibilité. La coopération internationale se poursuit, mais sous des cadres plus transparents et mieux négociés. Dans cette hypothèse, les alertes formulées par Ibrahim Traoré contribuent à déplacer le rapport de force symbolique en renforçant l'exigence de clarté et de réciprocité. Ce scénario suppose une coordination régionale renforcée et une montée en compétences rapides, conditions exigeantes mais atteignables.
Le troisième scénario, le plus défavorable, combine pression économique et brouillage stratégique. Des contraintes financières accrues fragilisent les équilibres internes. Des ajustements commerciaux ou des restrictions indirectes accentuent la vulnérabilité des économies locales. La surveillance aérienne se densifie, élargissant son périmètre fonctionnel. L'écart entre discours et réalité s'accentue, nourrissant une défiance croissante. Le pouvoir s'exerce moins par la présence militaire que par des leviers économiques, techniques et narratifs, rendant la contestation plus complexe et plus coûteuse. Ces trois scénarios partagent un point commun essentiel. Les mots évolueront probablement plus vite que les structures. La recommandation analytique est simple. Observer les actions plutôt que les annonces et mesurer les continuités derrière les changements de forme. Ne pas confondre adaptation et transformation demeure la clé pour comprendre la trajectoire réelle des mois à venir. À ce stade, les transformations décrites cessent d'être abstraites et rejoignent directement l'expérience de ceux qui vivent, travaillent et se projettent dans la région. Elles n'imposent pas une posture unique, mais interrogent la manière dont chacun compose avec une incertitude devenue structurelle. Trois groupes, en particulier, ressentent ces effets de façon immédiate, chacun avec des marges d'action spécifiques. Pour les citoyens ordinaires, la conséquence principale est une redéfinition silencieuse du quotidien. Les survols répétés, les itinéraires modifiés et les zones devenues moins prévisibles s'intègrent progressivement aux routines. Le risque n'est pas tant la peur que l'usure. L'habituation à une surveillance diffuse finit par paraître normale. Un premier levier consiste à renforcer les circuits d'information locaux, capables de contextualiser les événements et de réduire l'écart entre rumeurs et faits observables. Cette attention partagée limite la résignation et redonne une capacité de compréhension collective. Pour les jeunes générations, la situation agit comme un révélateur. Étudiants, apprentis et jeunes travailleurs perçoivent à la fois une contrainte et une opportunité. La contrainte tient à l'incertitude prolongée, qui complique les choix d'avenir et fragilise les trajectoires. L'opportunité réside dans l'émergence d'un débat plus exigeant sur la souveraineté, la technologie et la responsabilité politique. Créer des espaces de discussion structurés, éducatifs ou numériques, permet de transformer une inquiétude diffuse en réflexion critique et en engagement informé. Pour les acteurs économiques locaux, enfin, l'impact est d'abord pratique. Commerçants, transporteurs et coopératives doivent ajuster leurs décisions face à des routes redessinées et à une surveillance accrue. Des réponses modestes mais concrètes existent. On peut mutualiser des itinéraires alternatifs, partager des informations entre opérateurs, renforcer des réseaux régionaux afin de limiter la dépendance à quelques axes sensibles. Ces ajustements ne suppriment pas la contrainte, mais ils en réduisent les effets les plus pénalisants. Ces gestes sont limités, pris isolément. Ensemble, ils transforment une vigilance subie en attention organisée. C'est souvent dans ces ajustements discrets que se joue la capacité d'une société à préserver sa marge de choix et à reprendre prise sur son propre rythme. Transformer la lucidité actuelle en capacité d'action suppose une démarche structurée, progressive et mesurable. Il ne s'agit pas de promettre une rupture immédiate, mais de définir des étapes concrètes permettant de réduire l'écart entre perception et maîtrise en associant acteurs publics, économiques et civils. D'abord, sur les 6 premiers mois, renforcer la maîtrise informationnelle. Les États peuvent mettre en place des cellules indépendantes de suivi et de cartographie chargées d'analyser les survols, les infrastructures et les flux transfrontaliers. L'objectif n'est pas la confrontation, mais la transparence. Des rapports périodiques, accessibles aux institutions et aux médias locaux, permettent d'objectiver les débats et de limiter la domination des récits externes. Cette approche rejoint l'insistance d'Ibrahim Traoré sur la nécessité de nommer précisément ce qui est observé pour éviter les glissements sémantiques. Ensuite, sur les 12 premiers mois, consolider les réseaux économiques internes. Les administrations concernées peuvent identifier des itinéraires alternatifs
pour les marchés sensibles et soutenir des hubs logistiques nationaux. En diversifiant les routes et en sécurisant les chaînes d'approvisionnement locales, elles réduisent l'impact des reroutages imposés de l'extérieur. Les indicateurs de succès sont concrets. Stabilité des volumes échangés, diminution des interruptions non planifiées et meilleure prévisibilité pour les opérateurs. Puis, entre 6 et 18 mois, construire une autonomie technologique ciblée. Universités techniques et centres de formation peuvent coopérer pour former des analystes capables de traiter des données aériennes et satellitaires. Le résultat se mesure par la capacité à produire des analyses nationales crédibles, sans dépendance systématique à des sources étrangères, et par l'émergence d'une expertise locale reconnue. Enfin, sur un horizon de 6 à 12 mois, installer un dialogue régional structuré. Un cadre réunissant experts, diplomates et représentants civils permet de comparer les signaux faibles, d'anticiper les pressions et de coordonner les réponses. Cette régularité renforce la cohérence collective et limite l'isolement décisionnel. Cette feuille de route ne promet pas l'effacement des contraintes. Elle offre un passage du constat à l'action mesurée où chaque étape renforce la suivante. C'est dans cette progression, plus que dans un geste spectaculaire, que peut se reconstruire une capacité réelle de choix. Le récit revient à ses points d'ancrage les plus simples, ceux qui avaient ouvert la compréhension sans la figer. La mère rencontrée à la périphérie de Ouagadougou n'évoquait ni doctrine ni alliance. Elle parlait d'un quotidien altéré par des décisions prises loin de chez elle, et d'une attente qui s'installe lorsque les mots ne coïncident plus avec les effets. Le commerçant du Sud, attentif aux trajectoires aériennes, ne contestait pas une coopération. Il décrivait une gêne persistante, celle de routes devenues imprévisibles, où chaque détour pèse sur l'avenir. Au-dessus de ces expériences, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure héroïsée, mais comme un lecteur attentif de signaux épars. Sa parole, souvent sobre, agit comme un lien entre récits ordinaires et structures invisibles. Elle ne dramatise pas, elle rappelle une évidence éprouvée. La souveraineté ne se mesure pas aux annonces, mais à la capacité de vivre sans dépendance silencieuse. Le motif qui traverse l'ensemble se resserre ici. La transformation observée n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus lent, fait d'habitudes qui s'installent, de termes acceptés, de pratiques répétées. Ce sont ces répétitions qui finissent par dessiner une époque et par orienter des choix collectifs. Une phrase suffit pour en fixer le sens, sans le clore. La liberté exige une vigilance constante. À l'issue de ce parcours, une dynamique apparaît avec netteté. Le public ne cherche pas des certitudes figées, mais des clés de lecture capables d'éclairer des transformations discrètes. Dans les villages, sur les marchés et dans les espaces de discussion, les récits circulent, se confrontent et s'affinent. Cette circulation des regards constitue déjà une forme de résistance à l'invisibilité, car elle empêche les reconfigurations silencieuses de s'installer sans être interrogées. Prendre part à cette attention collective ne suppose ni expertise technique, ni posture militante. Il s'agit d'écouter, de comparer des sources, de relier des faits apparemment isolés. Questionner un terme trop vite accepté, demander ce qu'implique concrètement une annonce officielle ou partager une analyse rigoureuse sont des gestes simples, mais cumulativement puissants. Ils élargissent l'espace du débat sans l'enfermer dans l'affrontement. Dans un moment où les mots circulent plus vite que les structures, préserver cette exigence de clarté devient un enjeu civique. Les sociétés qui conservent leur capacité à nommer ce qu'elles vivent gardent aussi une marge de choix pour l'avenir. Alors, la question reste volontairement ouverte, sans urgence artificielle ni réponse imposée. Comment souhaitez-vous participer, à votre échelle, à la manière dont cette transition sera comprise et transmise ?